Sur les champs de bataille modernes, des dizaines de véhicules de combat brûlent comme des torches, filmés par des drones qui capturent toujours la même scène terrifiante. Une explosion brutale, une tourelle projetée, puis le silence. Et le monde se demande comment une machine achetée par 30 pays, présentée comme l'épine dorsale des armées modernes, a pu devenir en quelques secondes un cercueil d'acier pour son équipage. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un véhicule, mais celle d'une idée militaire née dans la peur, façonnée par l'urgence et portée par une foi presque aveugle dans la technologie. Pour comprendre pourquoi le BMP brûle aujourd'hui sur les champs de bataille, il faut revenir plusieurs décennies en arrière, à une époque où l'infanterie soviétique payait un prix humain effroyable pour chaque kilomètre conquis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les fantassins avançaient souvent entassés dans de simples camions, sans toit, sans protection, exposés aux balles, aux éclats d'artillerie et même au feu des armes légères. Une seule rafale pouvait tuer ou blesser une dizaine d'hommes à la fois, et lorsque le conducteur tombait, le camion devenait un piège immobile au milieu du chaos. Les généraux soviétiques comprirent très tôt que cette situation était intenable, mais la guerre totale ne laissait ni le temps ni les ressources pour inventer une solution miracle. Les soldats devaient avancer malgré tout, et les pertes s'accumulaient à une échelle qui marqua durablement la mémoire militaire du pays. Lorsque la guerre prit fin, le monde entra presque immédiatement dans une nouvelle confrontation, plus froide, mais potentiellement encore plus destructrice. L'Union soviétique se préparait à un affrontement massif avec l'Ouest, un conflit qui, selon les stratèges, devait être rapide, violent et décisif, mené par des vagues de blindés traversant l'Europe occidentale. Dans ce scénario, l'infanterie devait suivre les chars sans ralentir l'offensive, tout en survivant sous le feu ennemi. Les simples camions étaient désormais hors de question, car l'expérience avait démontré leur vulnérabilité absolue. À l'ouest, les armées misaient sur des transports de troupes blindés conçus comme des taxis de combat, chargés d'amener les soldats au plus près du front avant de se retirer. Les soviétiques jugèrent cette philosophie insuffisante et presque gaspilleuse, car un véhicule capable de transporter des hommes devait, selon eux, participer pleinement au combat et non rester en retrait. C'est dans ce contexte qu'émergea une idée radicale, celle d'un véhicule capable de combiner mobilité, protection et puissance de feu dans une seule plateforme. Au milieu des années 60, les bureaux d'études soviétiques reçurent une mission claire et ambitieuse: créer une machine capable de transporter une section d'infanterie entièrement équipée, de suivre les chars sur tous les terrains, de résister aux armes légères et aux éclats d'obus, tout en disposant de son propre armement pour combattre l'infanterie ennemie et les véhicules blindés légers. Ce projet ne devait pas être une simple évolution, mais une rupture doctrinale. Après plusieurs années de développement intense, un prototype vit le jour, connu sous la désignation d'objet 765. Ce véhicule allait bientôt entrer dans l'histoire sous un nom appelé à devenir célèbre, le BMP. Lorsqu'il entra en production en l'année 1966, il suscita une fascination immédiate, autant à l'Est qu'à l'Ouest. Les analystes occidentaux furent stupéfaits en découvrant sur les images satellites une machine qui n'avait aucun équivalent dans leurs propres armées. Un véhicule capable de nager, de tirer, de transporter et de protéger. Le BMP combinait des éléments que personne n'avait encore osé réunir de cette manière. Son armement principal permettait de frapper l'infanterie, les positions fortifiées et même les chars ennemis, tandis que sa capacité amphibie promettait de franchir rivières et obstacles sans attendre les pontonniers. Pour les planificateurs soviétiques, c'était l'outil parfait pour une guerre de mouvement à grande échelle, capable de maintenir l'élan offensif sans pause. La propagande présenta le BMP comme une révolution absolue, un symbole de supériorité technologique et doctrinale. À l'intérieur, l'équipage et les soldats transportés étaient censés combattre ensemble, protégés par un blindage suffisant pour survivre aux menaces du champ de bataille de l'époque. Des ouvertures dans la coque permettaient théoriquement aux fantassins de tirer depuis l'intérieur du véhicule, une idée présentée comme une innovation géniale destinée à augmenter la puissance de feu pendant l'assaut. Sur le papier, le BMP semblait incarner l'avenir de la guerre mécanisée, une réponse définitive aux leçons sanglantes du passé. Pourtant, dès sa naissance, cette machine portait en elle les graines de ses propres problèmes,
dissimulés derrière des chiffres impressionnants et des démonstrations soigneusement mises en scène. Ce qui devait être une synthèse parfaite entre transport et combat allait bientôt être confronté à une réalité beaucoup plus brutale, celle des vrais champs de bataille, où les compromis techniques et doctrinaux se paient toujours en vies humaines. L'enthousiasme suscité par l'apparition du BMP ne tarda pas à se heurter à la réalité, non pas lors de grandes batailles européennes imaginées par les stratèges, mais dans des conflits régionaux où chaque défaut devenait immédiatement visible. Les premières livraisons à des armées alliées offrirent un terrain d'expérimentation involontaire, loin des champs d'essai contrôlés et des démonstrations soigneusement chorégraphiées. Là, la machine fut utilisée par des équipages qui n'avaient ni le temps ni l'envie de composer avec des concepts abstraits, car leur survie dépendait de décisions prises en quelques secondes. Très vite, les soldats découvrirent que combattre depuis l'intérieur du véhicule relevait davantage du mythe que de la pratique. Les ouvertures prévues pour le tir rendaient l'espace déjà étroit encore plus contraignant, et la précision devenait dérisoire dès que le terrain se dégradait. Chaque chaos transformait l'arme en instrument imprévisible, et les hommes se retrouvaient à lutter autant contre la machine que contre l'ennemi. Pire encore, ces ouvertures fragilisaient la protection et créaient des points par lesquels éclats et projectiles pouvaient pénétrer, annulant une partie de l'avantage promis par le blindage. La question de l'armement principal révéla aussi ses limites. Sur le papier, le canon semblait offrir une polyvalence remarquable, mais sur le terrain, sa cadence et sa précision se révélèrent insuffisantes face à des adversaires mobiles et bien entraînés. Chaque tir exigeait une manipulation exigeante, et dans un affrontement réel, ces secondes perdues pouvaient décider de l'issue d'un combat. Les équipages commencèrent à comprendre que la théorie ne résiste jamais longtemps au feu ennemi, surtout lorsque celui-ci réagit plus vite. L'épreuve décisive survint lors de la guerre d'octobre de l'année 1973. Pour la première fois, le BMP fut engagé de manière significative dans un conflit moderne opposant des forces équipées de blindés et de systèmes anti-chars efficaces. Les combats mirent en lumière une série de faiblesses qui ne pouvaient plus être ignorées. Les équipages signalèrent des problèmes récurrents de fiabilité, une difficulté à engager des cibles mouvantes et une vulnérabilité accrue face aux armes modernes. Ce qui avait été présenté comme une avancée décisive se montrait soudainement fragile dans un environnement réel. Ces retours alarmants parvinrent rapidement aux états-majors, où l'inquiétude remplaça l'optimisme initial. Les rapports décrivaient une machine ambitieuse mais imparfaite, dont les compromis techniques se payaient cher. L'idée d'un véhicule capable de tout faire commençait à apparaître comme une illusion dangereuse. Pourtant, abandonner le concept était impensable, car il était désormais au cœur de la doctrine mécanisée soviétique et représentait des investissements colossaux. La réponse ne se fit pas attendre, car les ingénieurs reçurent l'ordre de corriger les défauts les plus urgents sans remettre en cause l'ensemble du projet. Cette approche conduisit à une évolution plutôt qu'à une refonte complète, donnant naissance à une version profondément modifiée, mais reconnaissable au premier regard. Le BMP de seconde génération conserva l'apparence générale de son prédécesseur, tout en intégrant des changements cruciaux destinés à améliorer ses performances au combat. La transformation la plus marquante concerna l'armement, car les concepteurs abandonnèrent certaines solutions jugées trop contraignantes au profit d'un système plus fiable et plus flexible. Cette décision répondait directement aux critiques formulées par les équipages, qui réclamaient une capacité de tir soutenue et une meilleure adaptation aux situations imprévues. La nouvelle configuration offrait enfin une réponse crédible aux menaces multiples du champ de bataille, du fantassin embusqué aux véhicules blindés légers. Un autre changement fondamental fut apporté à l'organisation de l'équipage. Là où un seul homme devait auparavant gérer plusieurs tâches complexes, la nouvelle version introduisit une répartition plus rationnelle des responsabilités. Cette évolution améliora considérablement la capacité de réaction et la coordination, éléments essentiels dans un environnement où chaque erreur se paie immédiatement. Pour les soldats, ces ajustements représentaient une amélioration tangible, même si la machine restait exigeante et parfois impitoyable. Cependant, c'est dans un théâtre d'opérations inattendu que la seconde génération du BMP allait être confrontée à sa plus grande épreuve.
Lorsque les forces soviétiques furent engagées dans un conflit prolongé et asymétrique à la fin des années 70, les montagnes, les routes étroites et les embuscades constantes transformèrent chaque déplacement en un exercice de survie. Dans ces conditions, les différences entre les versions devinrent criantes et les limites de la première génération apparurent de manière presque brutale. Les unités équipées des modèles les plus anciens se retrouvèrent souvent impuissantes face à des attaques venues des hauteurs, incapables de répondre efficacement. La machine, conçue pour une guerre de mouvement sur les plaines européennes, devait désormais opérer dans un environnement pour lequel elle n'avait jamais été pensée. Ce contraste révéla une vérité dérangeante. La modernité d'un concept dépend toujours du contexte dans lequel il est employé, et ce contexte venait de changer radicalement. Dans les vallées étroites et les cols escarpés du conflit afghan, la mécanique bien huilée des doctrines conçues pour l'Europe s'effondra brutalement. Les convois mécanisés avancèrent dans un environnement où la visibilité était réduite, où l'ennemi choisissait le lieu et le moment de l'attaque, et où la verticalité du terrain transformait chaque hauteur en poste de tir idéal. Pour les équipages, le BMP cessa d'être un concept abstrait pour devenir une question de survie quotidienne. Les premières leçons furent implacables. Les versions les plus anciennes du véhicule se révélèrent dramatiquement inadaptées à ce type de combat. Leur capacité à engager des cibles situées au-dessus de leur axe de tir était insuffisante, ce qui laissait les soldats presque sans défense face à des combattants positionnés sur les pentes rocheuses. Les attaques surgissaient soudainement, une explosion, une rafale, puis le silence, et le convoi comprenait trop tard qu'il était déjà pris au piège. Dans ces conditions, la machine censée protéger l'infanterie devenait un point fixe vulnérable, incapable de réagir avec la rapidité nécessaire. La version modernisée, équipée d'un armement plus polyvalent et d'une meilleure élévation de tir, offrait une réponse partielle à ce défi. Elle permettait enfin de saturer les positions suspectes et de dissuader certaines embuscades avant qu'elles ne se déclenchent. Cette différence de performance fut si évidente que les commandants cherchèrent par tous les moyens à rééquiper leurs unités avec les modèles les plus récents. Pourtant, même ces améliorations ne pouvaient masquer une réalité fondamentale. Le BMP restait un compromis, efficace dans certains scénarios, dangereux dans d'autres. Le conflit révéla aussi un aspect souvent négligé dans les analyses techniques, la simplicité de conception. Dans des conditions extrêmes, loin des bases arrières, la capacité à réparer rapidement un véhicule faisait souvent la différence entre continuer la mission ou rester immobilisé sous le feu. Les mécaniciens improvisés pouvaient remettre en état un BMP avec des moyens limités, et cette robustesse rudimentaire devint l'un de ses atouts les plus appréciés. Là où des systèmes plus sophistiqués auraient exigé des pièces complexes, la machine soviétique survivait grâce à une ingénierie volontairement dépouillée. Cependant, cette même philosophie impliquait des sacrifices en matière de confort et de protection. Les soldats transportés passaient de longues heures dans un espace confiné, soumis à la chaleur, au bruit et aux vibrations constantes. La fatigue s'accumulait, diminuant la vigilance et la réactivité, des facteurs critiques dans un environnement hostile. Ces conditions n'étaient pas simplement inconfortables, elles augmentaient le risque d'erreurs humaines, souvent fatales. À mesure que les années passaient, l'expérience accumulée sur le terrain influença profondément les réflexions des ingénieurs. L'idée d'une refonte plus radicale gagna du terrain, car il devenait clair que des ajustements successifs ne suffiraient pas à répondre aux exigences d'un champ de bataille en mutation. C'est dans ce contexte que naquit une nouvelle génération de véhicules, conçus pour incarner une rupture plus nette avec le passé, tout en conservant certains principes fondamentaux de la doctrine initiale. Cette nouvelle machine se distingua immédiatement par son apparence et son armement. Les concepteurs choisirent d'intégrer des systèmes capables de faire face à un spectre de menaces beaucoup plus large, allant des positions fortifiées aux blindés modernes. Cette abondance de puissance de feu offrait une flexibilité inédite, mais introduisait aussi de nouvelles contraintes, notamment en matière de stockage des munitions et de gestion de l'espace interne. Chaque amélioration semblait entraîner un nouveau compromis, rappelant que la perfection technique reste un objectif insaisissable. Parallèlement, le BMP poursuivit sa diffusion à l'international. De nombreux pays,
Attirés par son coût relativement abordable et par la réputation acquise lors des démonstrations officielles, décidèrent de l'intégrer à leurs forces armées. Certains lancèrent même des productions sous licence, adaptant le véhicule à leurs besoins spécifiques et à leurs environnements locaux. Cette expansion renforça l'image d'un système éprouvé et fiable, malgré les avertissements émis par ceux qui l'avaient utilisé dans des conditions extrêmes. Pourtant, derrière cette façade de succès commercial, les mêmes interrogations persistaient. Les conflits asymétriques, de plus en plus fréquents, mettaient en lumière des vulnérabilités structurelles difficiles à corriger sans remettre en cause l'architecture même du véhicule. Les menaces évoluaient, les armes devenaient plus précises, plus puissantes, et la marge d'erreur se réduisait inexorablement. À la fin du conflit afghan, le BMP portait une réputation ambiguë. Il était à la fois respecté pour sa robustesse et redouté pour les risques qu'il faisait peser sur ses équipages. Les leçons tirées de ces années de combat allaient influencer profondément les développements futurs, mais aussi préparer le terrain pour une confrontation encore plus sévère avec la réalité, celle d'une guerre moderne où la technologie et l'information allaient redéfinir les règles du jeu. À mesure que le BMP quittait les arsenaux soviétiques pour rejoindre ceux de pays alliés ou clients, son image se transformait. Il n'était plus seulement un outil doctrinal, mais un produit militaire mondial, vendu comme une solution éprouvée, capable de répondre à presque tous les scénarios imaginables. Pour de nombreuses armées, souvent contraintes par des budgets limités, cette machine représentait un compromis séduisant entre coût, puissance et disponibilité immédiate. La logique semblait imparable, car pourquoi investir dans un système occidental plus cher et plus complexe alors qu'un véhicule déjà adopté par une grande puissance promettait des performances comparables? Chaque pays qui l'intégra à ses forces tenta de l'adapter à ses propres réalités. Certaines armées modifièrent l'armement, d'autres renforcèrent partiellement le blindage, et plusieurs cherchèrent à améliorer les moyens de communication ou l'ergonomie interne. Ces ajustements locaux donnaient l'illusion d'une modernisation continue, mais ils ne remettaient jamais en question l'architecture fondamentale de la machine. Le cœur du BMP restait inchangé, figé dans une philosophie conçue pour une guerre massive et rapide, dominée par des formations mécanisées avançant en profondeur. Avec le temps, cette approche révéla ses limites. Les conflits des décennies suivantes montrèrent une évolution progressive mais constante des menaces. Les champs de bataille devenaient plus fragmentés, plus imprévisibles et surtout plus transparents, car l'observation et le renseignement prenaient une place centrale. Pourtant, de nombreuses flottes de BMP conservaient des systèmes de visée hérités d'une autre époque, incapables de rivaliser avec des capteurs modernes. Les équipages devaient souvent compter sur des moyens rudimentaires, là où leurs adversaires disposaient d'une vision étendue et précise du terrain. Cette stagnation technologique n'était pas uniquement due à un manque de volonté. Dans plusieurs pays, la maintenance et la modernisation passaient au second plan, car le BMP était perçu comme un matériel robuste, tolérant les négligences. Cette réputation, forgée par des années d'utilisation dans des conditions difficiles, devint paradoxalement un piège. La machine continuait de fonctionner, mais de plus en plus loin des standards imposés par l'évolution rapide des armements et des tactiques. Au fil des ans, les exercices militaires révélèrent un écart croissant entre les attentes théoriques et les capacités réelles. La coordination avec d'autres unités devenait plus complexe, et la protection offerte aux soldats apparaissait insuffisante face à des armes anti-chars toujours plus accessibles et plus puissantes. Les solutions improvisées, telles que l'ajout de plaques ou de dispositifs de protection additionnels, alourdissaient le véhicule sans résoudre le problème de fond. Chaque modification semblait corriger un symptôme tout en aggravant un autre aspect. Malgré ces signaux d'alerte, le BMP resta en service dans de nombreuses armées, souvent par manque d'alternatives crédibles. Les projets de remplacement prenaient du retard, repoussés par des contraintes industrielles et financières. Pendant ce temps, les doctrines continuaient d'évoluer ailleurs, intégrant l'usage massif de capteurs, de réseaux numériques et de munitions guidées. La guerre devenait de plus en plus asymétrique, favorisant la précision et la rapidité d'action plutôt que la masse et la robustesse brute. Cette divergence atteignit un point critique lorsque des images de conflits récents commencèrent à circuler largement.
Elle montrait des véhicules détruits en quelques instants, frappés avec une précision chirurgicale, souvent avant même que leurs équipages n'aient conscience de la menace. Pour de nombreux observateurs, ces scènes furent un choc, car elles contredisaient des décennies de certitude sur la valeur de la protection blindée classique. Le BMP, conçu pour survivre dans un environnement saturé d'éclats et de tirs directs, semblait soudainement vulnérable face à des attaques venues d'en haut ou à distance. Les armées qui dépendaient encore fortement de ce type de matériel se retrouvèrent confrontées à un dilemme. Remplacer des centaines de véhicules exigeait des investissements colossaux, tandis que continuer à les utiliser exposait les soldats à des risques croissants. Certaines tentèrent d'accélérer des programmes de modernisation, mais ces efforts restaient limités par la conception initiale du véhicule. Le BMP n'avait jamais été pensé pour intégrer pleinement les technologies émergentes qui redéfinissaient le combat moderne. Ainsi, à la veille d'une nouvelle ère de confrontation de haute intensité, le BMP se trouvait dans une position inconfortable. Il symbolisait à la fois une réussite industrielle et doctrinale du passé et un retard inquiétant face aux exigences du présent. Les choix faits des décennies plus tôt, rationnels à leur époque, allaient bientôt être mis à l'épreuve de manière brutale, dans un contexte où chaque faiblesse serait immédiatement exploitée. Lorsque la guerre de haute intensité revint brutalement au cœur de l'Europe orientale, le BMP fut projeté dans un environnement pour lequel il n'avait jamais été réellement préparé. Cette fois, il ne s'agissait plus de combats irréguliers ou de conflits périphériques, mais d'un affrontement où chaque mouvement était observé, analysé et frappé presque instantanément. Le champ de bataille moderne n'était plus seulement horizontal, il était devenu aérien, numérique et saturé d'informations. Et dans cet espace impitoyable, les défauts accumulés pendant des décennies se révélèrent sans pitié. Les premières colonnes mécanisées engagées avancèrent avec des véhicules issus de différentes générations, souvent sortis de dépôts où ils avaient passé des années sans entretien rigoureux. Les conséquences apparurent dès les premiers jours. Pannes mécaniques, systèmes optiques défaillants, communications instables, tout ce qui pouvait mal fonctionner le fit au pire moment. Mais même lorsque la machine avançait correctement, un problème bien plus grave subsistait. Elle était visible avant même de pouvoir se défendre. Les capteurs modernes, les drones de reconnaissance et les réseaux de partage d'informations permettaient à l'adversaire de localiser un BMP à grande distance. Une fois repéré, le véhicule devenait une cible prioritaire. Les armes anti-chars contemporaines n'exigeaient plus une proximité dangereuse ni un engagement prolongé. Quelques secondes suffisaient entre la détection et l'impact. Dans de nombreux cas, l'équipage n'avait même pas conscience d'être observé avant l'explosion. L'architecture du BMP aggrava encore cette situation. Son blindage, conçu pour résister à des menaces d'une autre époque, ne pouvait pas faire face à des systèmes d'attaque par l'eau ou à des charges sophistiquées capables de neutraliser les protections additionnelles. Les munitions embarquées, stockées dans un espace restreint, transformaient parfois la destruction du véhicule en une détonation catastrophique. Les images diffusées montrèrent des tourelles arrachées, des coques disloquées, et la violence de ces scènes frappa l'opinion publique bien au-delà des cercles militaires. Un autre facteur déterminant fut l'absence de moyens de détection et de tir réellement efficaces en mouvement. Dans un environnement où l'arrêt signifiait l'exposition maximale, le BMP devait souvent immobiliser sa masse pour engager une cible avec un minimum de précision. Ce laps de temps, parfois très court, suffisait à déclencher une frappe adverse. La logique du combat avait changé, et la machine, malgré toutes ses évolutions, restait prisonnière d'une conception héritée du siècle précédent. Face à ces pertes, des solutions improvisées apparurent rapidement. Des protections supplémentaires furent ajoutées, des grilles, des plaques, parfois même des structures artisanales destinées à perturber l'impact des projectiles. Si certaines de ces mesures offraient un répit psychologique aux équipages, elles modifiaient l'équilibre du véhicule, réduisaient sa mobilité et n'apportaient qu'une protection limitée contre des armes conçues pour contourner précisément ce type de défense. La comparaison avec des véhicules plus récents, utilisés dans le même environnement, fut inévitable.
Les différences en matière de protection des équipages, de capteurs, de coordination et de survie générale apparurent de manière flagrante. Là où le BMP peinait à s'adapter, d'autres plateformes démontraient une meilleure intégration des technologies modernes, confirmant que la survie sur le champ de bataille contemporain dépend autant de l'information que de l'acier. À ce stade, une vérité difficile s'imposa. Le BMP n'était pas un mauvais véhicule au sens historique du terme. Il avait été une réponse brillante à des problèmes réels, dans un contexte précis, à une époque où la guerre se concevait autrement. Mais le monde avait changé plus vite que lui. Les conflits modernes exigeaient une protection accrue contre des menaces invisibles, une conscience situationnelle permanente et une capacité à agir sans se révéler. Sur ces points, le BMP accusait un retard impossible à combler sans repenser entièrement le concept. Ainsi se referme l'histoire d'une machine qui avait incarné une révolution doctrinale et industrielle, mais qui se retrouva confrontée à une guerre pour laquelle elle n'avait jamais été conçue. Le BMP, acheté par 30 pays avec la promesse de puissance et de polyvalence, termina son parcours là où les illusions disparaissent toujours, sur le champ de bataille réel, face à des armes et des tactiques qui ne pardonnent aucune erreur. Si cette histoire t'a intéressé, mets un like, partage ton avis dans les commentaires et dis-moi si, selon toi, les véhicules de combat d'infanterie ont encore un avenir face aux drones et aux armes intelligentes. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires, où la technologie militaire révèle souvent une vérité bien plus complexe que les promesses qui l'accompagnent.